Merci à tous d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois sur Média TV dans On se dit tout. Alors, les entretiens annuels se préparent et si ça vous stresse, eh bien, ça tombe bien. Nous, on en parle pour vous. Ensuite, un sujet qui reste tabou dans nos sociétés, mais qui existe, le divorce des seniors. On vous en parle. Et puis, la peau des hommes vieillit aussi. Alors, on s'en occupe de ce vieillissement cutané. Version messieurs. À tout de suite sur Média TV pour les détails dans On se dit tout. Merci à vous d'être avec nous. Merci infiniment pour votre confiance. C'est un plaisir pour moi d'accueillir toutes les personnes qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui pour tous ces sujets. À commencer par vous, Monsieur Mustafa Skrat, consultant. Merci infiniment d'être là. Les entretiens annuels, c'est maintenant et c'est un sujet qui peut stresser lorsque les entretiens existent. Bien sûr, on verra que ça n'existe pas partout, mais lorsqu'ils existent dans les sociétés, eh bien, ça peut être source d'anxiété et de stress. On va en parler avec vous, justement, comment bien les préparer, comment bien les aborder. Ensuite, Dr Khadija Deroui, vous êtes médecin psychiatre. Merci infiniment d'être avec nous. Avec vous, ce sujet qui reste tabou, celui du divorce des seniors. Divorcer alors qu'on est déjà grands-parents, c'est quand même, on va dire, quelque chose qui dérange dans notre société et dans nos entourages de notre famille. Et puis, à côté de vous, celui qui va rajeunir la peau des hommes, Dr Ashraf Oudriri, merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes médecin dermatologue. On va essayer de comprendre avec vous comment la peau des hommes vieillit-elle, la différence entre l'homme et la femme, mais aussi comment prendre soin. Merci beaucoup, docteur, d'être là. Merci à tous pour votre disponibilité pour les téléspectateurs d'On se dit tout. Et donc, on y va sans plus tarder avec ce premier sujet qui concerne les entretiens annuels. C'est tout de suite. Alors, Mustafa Skrat, vous êtes consultant en entreprise. Les entretiens annuels, vous connaissez. C'est un sujet, on va dire, qui concerne pas mal d'entreprises qui se respectent. D'autres n'en ont pas. On va essayer de comprendre pourquoi aussi avec vous. Mais c'est aussi une source de stress pour les salariés. Pour les managers, point d'interrogation, on va vous poser la question également. Donc, pourquoi aujourd'hui encore certaines sociétés construisent, misent, tablent et puis font leur stratégie et leurs prévisions autour des entretiens annuels et dans d'autres, on n'en parle pas du tout. Alors pourquoi c'est un niveau de conscience qui est différent et pas que parce qu'il y a aussi dans certaines entreprises la notion d'entretien annuel d'évaluation, c'est pas qu'elle est éludée, mais peut-être qu'on pense que ce n'est pas nécessaire. Pour une bonne raison, c'est que dans certaines entreprises, elles ont une taille qui leur permet, où les cadres entre eux peuvent se communiquer régulièrement. Il n'y a pas une taille, des fois, comme des grandes multinationales ou grandes entreprises marocaines aussi, où il y a une grande distance, où les moyens de communication ou de dialogue sont rares. Donc, on met en place un dispositif structuré pour être sûr que le dialogue existe. Pour vous, à partir de combien de salariés on doit se dire il faut absolument des entretiens annuels? Est-ce qu'on peut aborder la question comme ça ou pas? Oui, si vous voulez, mais en fait, ce n'est pas le nombre qui est important, c'est le style, la culture de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des métiers, des entreprises où on se parle beaucoup. C'est-à-dire, moi je connais des PME où le dirigeant, le gérant et ses collaborateurs se parlent tout le temps. Vivent ensemble. Vivent ensemble et puis voient tout de suite ce qui se passe, ce qui va, ce qui ne va pas. Et en plus, quand on gère bien, on sait tout de suite relever les petits soucis, etc. Mais ça ne remplace pas réellement l'entretien annuel. Pour la bonne raison, c'est que l'entretien annuel, en fait, c'est un moment privilégié. C'est comme ça qu'il est décrit souvent dans les cultures d'entreprise. C'est un moment où on va peut-être se parler autrement que ce qu'on se dit tous les jours, parce qu'on va prendre du recul, parce qu'on va parler de l'avenir aussi, pas seulement des résultats, parce qu'on va bien réfléchir sur les objectifs. Et aussi, on peut relever peut-être des aspects sur les capacités managériales ou sur un certain nombre de choses. Il y a même des entreprises qui font l'entretien annuel d'évaluation et un entretien à mi-parcours. Et moi, je pense que le plus judicieux, c'est de faire les deux. Parce que même si ça paraît lourd,
Mais en tout cas, ça diminue le stress et ça augmente l'efficacité de l'entretien annuel. Parce que se voir une fois par an, de façon formelle. C'est bien, mais c'est bien d'avoir un autre rendez-vous. On va élaguer certains problèmes, on va se préparer à l'entretien et puis on va surtout voir si la réalisation des objectifs va dans le bon sens et que les aspirations des uns et des autres et les attentes sont dans le bon sens aussi. Alors pourquoi ces entretiens sont-ils source de stress pour certains? Quel aspect dans ces entretiens est source de stress? Alors, d'abord, vous devez le savoir, vous qui êtes une femme de communication, de télévision, il faut séparer le stress du trac. Et le stress, oui, le stress, ça existe, mais très souvent, c'est une question de trac. C'est-à-dire que c'est un moment, des fois, pour certains, qui représente un enjeu extrêmement important. Pourquoi? Parce que, en général, c'est ce qui est écrit pendant cet entretien, ce qui reste, qui, quelque part, détermine la carrière. Donc, c'est quand même quelque chose qui est un enjeu très important, donc vient avec un peu de trac. Le trac, en général, c'est un stress positif, c'est-à-dire que, bon, on est prêt, mais bon, on appréhende ce petit moment, ce démarrage, comment ça va se passer. Mais le stress, il est lié plus à une défaillance de préparation. Et ça se prépare, ces entretiens d'évaluation annuelle? Ça se prépare. Je dirais même que ça devrait se préparer pendant une année. D'accord. C'est-à-dire que... par exemple, qu'est-ce qu'on aborde pendant ces entretiens? On aborde la notion d'objectif. En général, quand on a un système d'entretien et évaluation annuelle, c'est qu'on a derrière un système de management par objectif. Donc déjà, on ne vient pas comme ça et on ne parle pas de la réalisation des objectifs et des objectifs futurs sans avoir préparé. C'est impossible. Ça peut arriver, mais ça veut dire que le système n'est pas mûr, il n'est pas bien installé. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que très souvent, dans la plupart du temps, le collaborateur vient et provoque quelque chose que j'appellerais, moi, provoquer chez le manager l'attitude du jugement. Le collaborateur? Le collaborateur, pourquoi? Parce qu'il vient, il se prépare pour argumenter ce qu'il n'a pas fait. OK. Ou ce qu'il n'a pas su faire. Et ça, c'est vraiment très négatif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se défendre. Mais l'idée, ce n'est pas de le faire le jour même. C'est de venir et de se dire, oui, je fais la part des choses en ce que je n'ai pas pu faire, et voilà les pistes, et voilà les moyens, ou en tout cas la manière avec laquelle je compte le faire l'année prochaine. Mais si ça dépend, on va dire, des moyens qui doivent être alloués par l'entreprise, et si le collaborateur aborde ça, est-ce que ce n'est pas mal perçu par l'employeur? C'est un manque de moyens, c'est une défaillance d'encadrement. C'est ce genre de choses qui n'ont pas permis à ce collaborateur d'atteindre ses objectifs. Mais il faut l'aborder de la bonne manière. C'est-à-dire, quand on n'a pas réussi à faire quelque chose, en général, on est tous les deux quelque part responsables. D'accord? Parce que c'est du management. Le management, ça veut dire qu'on gère quelque chose qui doit aboutir à des résultats. Le premier responsable, c'est le manager. Le deuxième, c'est celui qui doit travailler pour arriver au résultat. Donc, si les collaborateurs viennent avec l'idée que c'est juste parce qu'il n'a pas eu les moyens, là, il a tout faux. Okay. C'est-à-dire qu'il doit d'abord faire son auto-évaluation, et c'est ça la préparation, la deuxième partie de la préparation, c'est de travailler sur son auto-évaluation. Moi, je dirais même, des fois, je pousse certains collaborateurs, ils le font, et ça marche plutôt bien, c'est de simuler l'auto-évaluation avec d'autres collègues ou avec des gens en qui il fait confiance. Déjà, ça met confiance par rapport à l'ambiance, et puis ça lui montre que, quelque part, il a un travail à faire avant d'aller argumenter ce qu'il n'a pas su faire. Et donc, la question des moyens, plus on se prépare des deux côtés, plus la question des moyens se pose moins. Pourquoi? Parce que la perception des choses peuvent être différentes. La préparation de cet entretien fait qu'on va plus ou moins aligner les perceptions des objectifs et les moyens qu'il faut y mettre. Alors, je pose la question à la psychiatre qui est avec nous, Dr Khadija Daroui. On parlera tout à l'heure du divorce des seniors avec vous, mais je profite de votre présence, de votre spécialité, pour vous demander si, justement, dans ce lot de patients que vous avez, est-ce que les entretiens annuels d'évaluation, est-ce que cet environnement professionnel peut les amener finalement chez vous pour une consultation? Alors honnêtement, concernant le stress professionnel en règle générale, il y a d'autres causes qui amèneraient plus à consulter. Notamment, c'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est les surcharges de travail et c'est les conflits relationnels. Et commencent à apparaître parfois des consultations sur le bore-out.
par le burn-out, pas l'épuisement professionnel, mais l'ennui professionnel. Et certaines personnes qui ont tellement été stressées, qui ont changé de travail, qui se retrouvent avec finalement des tâches à faire qui sont beaucoup plus inférieures à leur capacité. Et ça aussi, c'est une source de stress. Les entretiens annuels, on pourrait dire que peut-être, comme l'a souligné M. Scrat, c'est peut-être un stress aigu. Qui est peut-être géré par la personne, par les moyens qu'elle a en règle générale acquis pour gérer des stress aigus. Mais pour que ça soit vraiment chronique et pour l'amener à consulter, peut-être qu'il y a sous-jacent une petite anxiété sociale, un petit réel problème de confiance en soi, de ses capacités, de ses compétences qui, là aussi, donc, nécessiterait un petit travail sur soi-même pour ne plus avoir justement ce trac lors de ces entretiens annuels. Alors, ce que vous avez abordé, docteur Deroui, ça peut... Pardon, vous voulez... Pardon, mais je reviens vers vous, docteur. Docteur Audrey, je reviens tout de suite. Mais ce que vient d'aborder docteur Deroui, c'est des points qui peuvent être soulevés lors de l'entretien pour éviter que ça ne grossisse, que ça n'amène à un mal-être plus important, que ça n'amène chez le psychiatre, notamment. Absolument. Justement, je vais juste faire un petit complément par rapport à ce que j'ai dit et merci de m'avoir rappelé quelque chose. Le stress aussi peut venir aussi du comportement du manager, donc c'est un point quand même important, ou d'une ambiance, une culture générale qui est elle-même un peu anxiogène. Mais effectivement, pourquoi pourquoi on parle d'entretien déjà? Parce que l'évaluation, on peut la faire sans entretien. Je veux dire, à un moment, c'est pas. Pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, on va vers cette logique d'entretien? Je me rappelle une de mes premiers séminaires, il y a déjà quelques temps, je ne vais pas vous donner les années, il y a quelques décennies. Un des formateurs qui nous formait là-dessus disait l'entretien annuel d'appréciation doit quelque part ressembler à une sorte d'hélicoptère. C'est-à-dire on prend l'hélicoptère et on s'élève et on regarde les choses dans leur globalité, effectivement, pour détecter tous les aspects qui pourraient justement améliorer les relations, c'est sûr, et puis même donner peut-être quelques éclairages sur la manière avec laquelle on peut performer plus, etc. C'est à ça que ça sert aussi. Exact. Donc ça ne sert pas juste à évaluer si vous avez bien travaillé ou mal travaillé. Bonus ou pas. Pour ça, on n'a pas besoin d'entretien, on peut prendre on fait une checklist et on la soumet, on la signe, on est d'accord, pas d'accord. Mais l'entretien, c'est vraiment un moment de dialogue. Et un moment de dialogue qui est défini très souvent par une qualité particulière qui s'appelle une qualité de relation d'aide. C'est-à-dire que... Une qualité de relation? De relation d'aide. D'aide, ok. D'aide parce que quelque part, c'est là où le manager se transforme un peu en coach. C'est-à-dire il commence à se dire, ok, on a travaillé ensemble toute l'année, on a parlé boulot, on a eu des moments difficiles, des moments intéressants, on a des résultats. Maintenant, il faut quand même que j'aide ce collaborateur à mieux s'affirmer et à mieux s'identifier dans l'entreprise pour qu'il soit plus performant et plus aligné par rapport à la stratégie. C'est ça, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait cette bienveillance de la part du manager. Cette bienveillance, je vais peut-être mettre une caricature sur la table tout de suite. Il y a malheureusement des systèmes dans certaines entreprises où l'entretien annuel d'évaluation a été importé sans être travaillé. Et donc, les managers le font parce qu'il faut le faire. C'est ça. Et ça, on n'en attend pas grand-chose. Mais dans beaucoup de cas, beaucoup de managers le prennent très au sérieux parce que ça leur facilite le travail. Dès qu'ils comprennent que ce type d'entretien leur facilite le travail, ils commencent à le faire même une deuxième fois, voire tous les trimestres, un petit point, un petit hélicoptère. On se prend une demi-heure, pas plus. Et on dit alors comment ça va, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a du nouveau, bref. Et ça, d'ailleurs, ça évacue beaucoup d'émotions négatives et ça construit la relation avec le manager et avec les autres. Il faut en fait dédramatiser ce terme d'évaluation et ne pas le voir dans son sens négatif, dans son sens scolaire comme il était perçu à l'époque justement, mais le rendre plus positif et plus constructif. C'est pour ça qu'on l'appelle appréciation de plus en plus, voilà. Parce qu'on est là pour apprécier une situation, pour apprécier la force et apprécier l'effort à faire pour s'améliorer. Absolument. Alors, pourquoi je voulais vous poser une question par rapport à ce sujet, Dr Achaf El-Oudriri? Vous êtes dermatologue et donc ce n'est pas une entreprise, mais est-ce qu'il y a une forme d'auto-évaluation quand on est, on va dire, son propre patron?
Écoutez, rien qu'en écoutant M. Scrat, je me dis qu'il y a du boulot à faire. C'est vrai ? Même dans une petite entreprise, j'ai besoin de dire, même quand on n'est que 4 ou 5 personnes, il y a des choses à... Parfois, on est tellement pris par la charge de travail, C'est ça. la vague nous emmène et on oublie de le faire. Parfois, on le fait par besoin, mais ça serait bien aussi de le faire même sans besoin, juste de faire un point et de discuter, de mettre le doigt là où ça ne marche pas, de discuter les petits soucis, de communication avec nos patients, où est-ce qu'il y a des incidents, qu'est-ce qui a mené à ça. Il y a pas mal de choses à faire et donc je pense que c'est une très bonne chose, quelle que soit la taille de l'entreprise, qu'elle soit une toute petite, moins de 5 personnes ou beaucoup plus, ou une multinationale. Mais en tout cas, merci, on apprend des choses. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir justement qu'un sujet qui est supposé concerner l'entreprise comme on l'imagine, vous touche aussi, vous, en tant que médecin. Clairement. Alors, on a des questions pour vous, Monsieur Scrat. On a la première qui vient de WM et qui dit, en fait, si je comprends bien, un entretien réussi dépend de la réussite de son précédent. Oui, mais ici, ils sont tous bâclés. Alors, je ne sais pas d'où vient cette croyance. C'est vrai que quand on a réussi le précédent, ça donne de l'énergie au suivant. Mais moi, je dis toujours, un entretien réussi, c'est l'entretien qui permet, pas celui où on a performé dans tous les sens et qu'on a eu 20 sur 20. Ça, en général, ça ne veut pas dire que l'entretien a réussi, ça veut dire que la personne a réussi son année. Un entretien réussi, c'est l'entretien duquel on est sorti réellement avec de vraies pistes pour s'améliorer. Et c'est ça le plus important. C'est-à-dire, à la limite, tout ça, c'est du formalisme. Si on sort de cet entretien, même si on sort avec de très bons résultats, je vous dis, Yasmina, vous avez fait une bonne année, oui, ça ne sert à rien. Je sais très bien que vous avez fait une bonne année. Par contre, vous et moi, on a trouvé des pistes d'amélioration pour grandir, si vous voulez, et grandir notre relation et être encore plus performant dans une meilleure ambiance. Là, on aura réussi notre entretien. Exact. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire, si j'ai bien compris la question. Elle disait, tout dépend de la réussite du précédent, mais s'ils sont tous bâclés. Si on bâcle le précédent et donc forcément ceux d'après. Alors, comme je dis, on peut bâcler. Alors, je peux vous raconter une petite histoire rapidement. Et merci pour votre témoignage, parce que là, je vais vous rajouter un petit quelque chose, un petit tips, comme on dit. Moi, quand j'étais salarié, je devais redynamiser l'entretien annuel d'appréciation dans une entreprise multinationale qui a une panoplie d'outils bien ficelés, etc. Mais ça ne marchait pas. Pour vous dire, quand la date ou la période d'entretien arrivait, on récoltait 30% des entretiens. Ça veut dire que ça allait très très mal. Ça veut dire que le système n'était pas du tout crédible. Bâclé, pas préparé, les gens n'en retiraient rien d'autre. Ou alors c'est des moments où on se jugeait et ça pourrissait, excusez-moi le terme, l'ambiance. Et donc mon travail, c'était de faire en sorte à ce que cette institution, parce que c'est une vraie institution, reprenne ses droits et s'ancre comme étant un pilier de la stratégie humaine de l'entreprise. Et donc, nous, on a mis en place, d'abord on a tout refait, et on a surtout travaillé sur comment les managers doivent préparer ces entretiens avant de parler aux collaborateurs. De toute façon, dans la cascade, on est manager et collaborateur quelque part. Et c'est là où il y a tout le travail. Pour ne pas bâcler, il faut vraiment, on a fait d'abord tout un travail de sensibilisation pour que les managers sentent leur intérêt dedans. Parce que si c'est juste pour que ça leur prenne du temps de travail pour rien, ou pour se prendre à chaque fois des ondes négatives de leurs collaborateurs, ça ne le fait pas. Autre chose très importante, et l'erreur qui a été faite, c'est qu'on a associé ces entretiens annuels d'appréciation aux augmentations de salaire. C'est souvent ce qui est fait d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est une grande erreur. C'était très difficile de dissocier, d'accord ? On a mis en place tout un mécanisme. Mais si vous voulez bâcler cet entretien, c'est d'introduire cet élément. Alors, vous allez me dire, mais comment vous allez faire pour augmenter ? Tout à fait. Il y a une évaluation. Je crois qu'avant de parler de ça, c'est-à-dire, il y a d'autres moments pour parler du salaire. D'abord, le bonus est déterminé en fonction des objectifs. En général, c'est assez rationnel dans les entreprises organisées, même dans des cabinets. On a accompagné des agences de communication. On a pu mettre en place une vraie politique salariale avec des choses sont claires. Mais
Si vous les mettez sur l'heure d'entretien qui est vraiment précieuse, vous mettez un ingrédient qui ne va pas, qui ne colle pas. Et donc, il fallait d'abord travailler sur l'intérêt des managers pour faire cet entretien. Et je vous assure, c'est ce qui a pris le plus de temps. Dès que les managers ont commencé à sentir l'intérêt, c'est allé... Après, on fait confiance à leur intelligence. C'est ça. Tout le reste va tout seul. Alors, on a une dernière question pour vous. C'est Reda qui dit, dans notre boîte, il n'y a pas d'évaluation annuelle. Est-ce que je suis en mesure de le demander à mon supérieur? Absolument. Même s'il est le seul à le demander? Et si ça ne fait pas partie de la politique de la boîte, ni de la culture de la boîte? Vous savez, des fois, même les grandes multinationales ou les grandes entreprises marocaines aujourd'hui... Ont besoin d'un petit coup de pouce. Des fois les améliorations viennent de la base. Si c'est bien présenté, si l'auditeur, le téléspectateur veut ça par bienveillance, parce que s'il le veut pour s'améliorer, ça va marcher forcément. Il doit juste un peu insister. D'ailleurs, les entreprises font très attention à des gens qui ont comme ça des idées un peu disruptives et qui peuvent des fois déranger. Mais très souvent, on est très attentif à ce genre de suggestions. Donc moi, je l'encourage à bien se préparer avant d'y aller. Surtout, pourquoi il veut le faire. C'est ça. Merci infiniment pour ces précieux conseils. On espère justement que c'est bon. Le stress est parti par rapport à ces entretiens annuels. On reste ensemble. Changement de décor total du monde de l'entreprise à la vie à deux. Et une vie à deux pas du tout, on va dire, évidente, assez compliquée lorsque le divorce s'annonce chez les seniors. On en parle tout de suite avec vous, Dr Khadija Daroui. Merci infiniment d'être là. Vous êtes médecin psychiatre. C'est un sujet qui reste très tabou chez nous parce qu'à partir d'un certain âge, dans notre culture, on n'a presque plus une vie conjugale. En fait, on n'est pas supposé se séparer. On a eu des enfants, on a eu des petits-enfants. Donc, notre place en tant que couple n'existe plus. On est les parents et les grands-parents. Donc pourquoi se séparer? Mais est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des problèmes chez les seniors? Si ça existe ou pas, premièrement, on va voir les statistiques. Donc statistiquement parlant, oui, ça existe. On n'a pas de statistiques chez nous. Au Maroc, si. On a les statistiques du Haut Commissariat au Plan. Donc les divorces des seniors seraient aux alentours de 3%. Donc c'est largement inférieur, effectivement, aux divorces des plus de 50 vies communes. Ça veut dire qu'ils sont là autour de 30% quand même. Donc il y a réellement une grande différence. Maintenant, à l'étranger, ils commencent à réellement faire beaucoup plus attention à ce phénomène qui pour eux aurait doublé durant les dernières années. Ça veut dire qu'il y a plusieurs femmes qui commencent à s'affranchir en règle générale un peu de cette vision de la femme, tâches domestiques, maison et grand-mère. Et qu'à partir de 60 ans, on commence à se poser la question, j'ai quand même 20 ans de vie devant moi approximativement. Est-ce que j'ai envie de terminer ma vie avec ce même conjoint? Tout à l'heure, vous disiez qu'on passait de la vie de l'entreprise à la vie à deux. Finalement, la vie à deux ou la vie en famille, c'est aussi une entreprise. Et ça serait magnifique s'il y avait des entretiens, pas annuels, mais au moins mensuels. au moins trimestriels, au moins mensuels. Ça serait magnifique parce que ça permettrait une meilleure communication et peut-être ça protégerait réellement d'arriver jusqu'au moment où on se dise la seule solution, c'est le divorce. Ok. Alors justement, le divorce chez les seniors n'est pas, on va dire, très étendu chez nous. C'est pas un phénomène qui est commun pour le moment. Maintenant, les générations évoluent de la même manière, malheureusement, que les divorces ont évolué chez nous, chez, on va dire, les non-seniors, les plus jeunes. Peut-être cette génération va grandir et peut-être que les divorces vont suivre aussi. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la vie conjugale change de statut quand on devient senior? Alors, il y a deux petites caractéristiques autour de la cinquantaine. La première chose déjà, c'est qu'il y a déjà la retraite qui commence à se profiler. Et donc là, c'est pour ça on insiste en règle générale qu'il est bien de préparer sa retraite. Qu'est-ce qu'on va faire après la soixantaine? La deuxième chose, c'est qu'autour de cette période aussi, les enfants commencent à quitter le nid familial. Et certains spécialistes appelleraient cela le nid vide, le syndrome du nid vide. Et donc, imaginez qu'un couple, après 20 ans, après 20 plus parfois, où il s'occupait justement de l'éducation, de la scolarité de ses enfants, du jour au lendemain, il se retrouve retraité, il se retrouve seul.
Donc face à face, 24 heures sur 24, on n'a plus rien à faire. Murs. Justement, c'est là où on redéfinit d'une certaine manière le pacte conjugal, où on est en train de se revoir s'il y a encore d'autres centres d'intérêt commun en dehors du travail et des enfants. Et des enfants, tout à fait. Donc c'est challengeant. Maintenant, quand on commence à penser au divorce, quand un conjoint, le couple commence à penser au divorce, c'est qu'il y a une insatisfaction. Alors cette insatisfaction, ça serait bien, dans un premier temps, quand il est possible réellement de la discuter, dans un premier temps, de voir s'il y a possibilité d'avoir un médiateur, déjà que la famille ou un psychologue, un psychothérapeute, un thérapeute de couple, pour pouvoir déjà pacifier et renouer le dialogue. C'est très important. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on va dire que les femmes, même dans notre culture, n'ont plus envie de subir? C'est-à-dire qu'elles se disent, bon ben, mes enfants sont grands, ils sont partis, ou je les ai mariés, ça fait quelques années déjà que ça se passe mal. Eh bien, je n'ai plus à tenir, je n'ai plus à supporter. En plus de ça, il prend de l'âge et il devient encore plus embêtant. Désolée, messieurs, pour la suite. Ou l'inverse. Ou l'inverse, c'est vrai en plus. Moi, j'ai pris l'exemple des femmes, mais c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Ou l'inverse. Mais pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai pris l'exemple de la femme? Parce que souvent, dans notre société, on dit, maintenant on n'a pas de chiffres, on n'a pas d'enquête, mais on dit que les femmes qui se barrent avec cette connotation, c'est les femmes qui tiennent le plus, c'est les femmes qui s'accrochent le plus pour les enfants. Maintenant, quand tout le monde part, est-ce qu'elle... Vous voulez rajouter, docteur? Moi, je pense par rapport aux statistiques qu'elles sont un petit peu trompeuses parce que administrativement, c'est vrai que c'est peut-être 3%, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus. Hein. Il est consumé, il n'est pas là, il n'est pas acté, mais... Il y a une séparation il y a chambre à part, il n'y a pas de... Et je pense que tout dépend aussi, je ne sais pas ce qu'en pense Dr Khadija, mais comment on a structuré notre vie de couple dès le début. Exact. On a parlé de centre d'intérêt commun, c'est-à-dire est-ce que dès le début, ce qui unissait le ciment du couple était basé essentiellement sur les enfants et le travail, ou est-ce qu'il y avait d'autres choses qui unissaient ce couple? Et c'est souvent ce qui va permettre de tenir tout au long du voyage, parce que c'est un voyage. On peut s'arrêter en cours de route, l'un peut quitter le navire avant. Donc c'est aussi un élément essentiel. Absolument. Donc la discussion continue, mais juste après une courte pause. À tout de suite. Alors j'espère que le sujet vous intéresse et vous interpelle autant que nous en plateau, parce que même pendant le break, nous on continuait de discuter et je demandais aux spécialistes justement de me laisser juste refaire l'annonce pour reprendre le sujet. Le divorce des seniors, qu'en est-il exactement? Et vous disiez il y a quelques instants, docteur Achraf El-Oudrairi, que finalement les statistiques sont à 3% de seniors divorcés au Maroc, mais vous l'avez dit, il y a beaucoup de problèmes de couple et il y a des divorces émotionnels non actés, mais qui sont vécus comme ça, chacun de son côté, chacun a sa vie. On est encore marié parce qu'on est marié, mais finalement, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus... Tout à fait. Est-ce que vous recevez des femmes, des hommes, dans cette douleur-là émotionnelle, docteur Daroui? Alors honnêtement, je reçois beaucoup plus de femmes que d'hommes. Alors il y a des demandes d'accompagnement de divorce. Ça veut dire qu'elle est là, elle dit que j'ai réussi à assumer, entre parenthèses, la stabilité de mon foyer. Maintenant, j'ai mes enfants ils ont terminé leur scolarité, ils sont bien installés. Et maintenant, je n'ai plus à tolérer, je n'ai plus à subir. J'ai envie d'un peu de temps pour moi, de ce qui me reste, de le vivre en paix, entre parenthèses. Et donc, en général, là aussi, quand même, il y a deux choses. Un, on essaie de quand même voir le conjoint, de voir s'il y a toujours une possibilité de médiation. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante et à laquelle parfois les familles ne font pas attention, c'est que parfois il y a des troubles psychiatriques chez la femme ou chez l'homme qui vont demander le divorce d'une manière parfois qui était un peu... Une manière hystérique de demander le divorce? Pas particulièrement hystérique, mais l'autre conjoint ne s'y attendait pas particulièrement. Okay. Donc, à ce moment-là, on cherche quand même, est-ce que la personne, est-ce qu'elle ne présente ni troubles dépressifs, ni troubles anxieux? C'est, entre parenthèses, important de le souligner, parce que qui dit troubles dépressifs, c'est des lunettes noires. Ça veut dire que c'est la personne qui va se voir en noir, voir le conjoint en noir, l'avenir en noir, va avoir des troubles du sommeil, des troubles d'appétit, des troubles sexuels, donc une insatisfaction sexuelle qui peut aussi engendrer pas mal de problèmes, une susceptibilité, une irritabilité, donc il y aura encore plus de conflits. Si on rajoute à cela un petit trouble anxieux ou les petits troubles avec la ménopause, avec l'andropause, donc voilà, donc c'est des petites choses qui peuvent favoriser justement l'émergement d'une demande. Alors, on blâme l'autre. Comment on peut nuancer ce que vous dites par rapport à nos téléspectateurs? Je vous explique.
on n'a pas forcément un public averti. On a un peu tout le monde qui nous regarde. Oui. Et donc, il y a des professionnels, il y a des spécialistes et il y a des personnes qui ne sont pas spécialistes. Si, par exemple, on a un couple qui nous regarde et qui est dans cette situation et que la femme, je reprends l'exemple de la femme demande le divorce. Son mari vous entend, vous, en tant que spécialiste, dire « Attention, il peut y avoir un trouble psychiatrique derrière cette demande. Il peut aujourd'hui, même maintenant, la taxer de folle. » Et lui dire « Écoute, ce n'est pas normal que tu veuilles qu'on divorce. D'ailleurs, le docteur vient de le dire sur Média TV, dans ce cas-là, tu es folle. » Vous êtes d'accord qu'il peut y avoir des raccourcis comme ça? Alors, attention, quand j'ai parlé de troubles psychiatriques, c'est important, mais c'est aussi important de souligner que ça peut être des douleurs chroniques qui vont entraîner peut-être un petit trouble d'adaptation, qui vont nécessiter quand même une consultation rhumatismale, ça peut être sa maman qui est malade, ça peut être beaucoup de choses. Et le principal, c'est déjà de dialoguer avec cette personne qui va demander le divorce. Et de dialoguer en essayant de prendre en considération les années de vie commune en règle générale et en essayant de ne pas trop se focaliser sur les zones d'ombre. Quand il y a un problème, quand il y a un conflit entre le couple, qu'il soit jeune ou qu'il soit beaucoup plus âgé, malheureusement, avec l'âge, on ne retrouve pas toujours la maturité qu'on espérait trouver chez les seniors. Elle est là, la majorité du temps, mais parfois, on ne la retrouve pas. Et parfois, c'est suite à un conflit, suite à un mot blessant. J'ai de l'orgueil, j'ai une certaine fierté qui m'empêche d'aller discuter tout simplement avec l'autre. Et il aurait suffi que je discute, que je reconnais des besoins peut-être qui étaient exprimés, qui n'étaient pas exprimés et que la personne aimerait bien à 60 ans que je commence justement à reconnaître, à combler et qu'il suffisait de faire juste ce petit pas pour que ça évolue. Mais est-ce que l'autre va valoriser ou va donner de l'importance à ce besoin? C'est-à-dire, comment être sur la même longueur d'onde de discussion et de communication à n'importe quel âge? C'est une question philosophique. Mais excusez-moi, pour retourner au mot que vous avez dit tout à l'heure, il y a le mari qui va la traiter de folle. Exact. Vous savez, c'est quelque chose qu'on entend quand le couple veut Elle prend les médicaments. Elle est sous médicaments. Elle ne prend pas de médicaments, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Mais attention, quand il parle de médicaments, il parle des médicaments psychiatriques, des médicaments de la tension artérielle, des médicaments des antidiabétiques. Il parle aussi de médicaments de la thyroïde. Donc il faut faire attention qu'en général, elle est malade. On cherche tout simplement à blâmer quelque chose autre que nous-mêmes. C'est ça. À ne pas se sentir concerné pour ne pas culpabiliser, justement. Alors maintenant, même en allant au-delà de cela, s'il la traite de malade mentale ou autre, ce n'est pas un problème. Elle peut tout simplement lui dire « Allez, amène-moi chez un psychiatre. On va lui discuter. » C'est l'occasion idéale, c'est l'occasion rêvée justement pour aller chez un thérapeute. Parce que si jamais elle lui propose d'aller pour discuter, il ne sera jamais d'accord parce que pour lui, il n'y a aucun problème. C'est elle qui est en train peut-être d'élaborer tout un scénario. C'est compliqué les histoires de couple. On a l'impression qu'avec l'âge, on gagne en maturité, mais vous dites pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Et donc les problèmes. Pas forcément, parce que n'oublions pas qu'il y a des blessures qui s'accumulent parfois. Et il suffit parfois, après 35 ans de vie commune, j'insiste, la retraite, les enfants qui partent, j'ai le conjoint. Et voilà, on a des blessures mal colmatées qui commencent à se fissurer. Et finalement, on se dit pourquoi rester? Et finalement, on commence à se poser des questions. Maintenant, sur quoi j'insiste, c'est que surtout pour le divorce des seniors, il y a pas mal de personnes, de sociologues et de spécialistes qui insistent pour le laisser en dernière alternative. Parce que qui dit, c'est quand même la perte d'une relation qui était de très longue durée. C'est quelqu'un qui va se poser la question après, il va fréquenter qui, quoi, comment. Et parfois, on a le cercle d'amis qui risque tout simplement de ne plus... De prendre parti pour... Mais ça se passe malheureusement même pour les plus jeunes. Les plus jeunes aussi. Mais c'est encore plus risqué pour les sujets âgés qui, n'oublions pas, n'ont plus de collègues de travail, qui ont des enfants qui sont déjà casés et qui, voilà... donc il vaut mieux divorcer plus jeune, en fait. Ils vont se retrouver... Il vaut mieux divorcer plus jeune. Ou plus jeune, chercher peut-être à colmater d'une bonne manière les brèches qui existent. Mais voilà, c'est risqué. Donc tout ce qui est solitude, tout ce qui est isolement, c'est assez problématique et c'est des facteurs de risque là aussi, de symptômes dépressifs, d'anxiété, de tentatives de suicide. Et n'oublions pas les risques d'accidents domestiques aussi. Ouais. Donc tout ce qui est chute, tout ce qui est brûlure et ainsi de suite, vivre dans des maisons séparées, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours. Et c'est des... mais en même temps, cette personne à la recherche de cette liberté, si par exemple senior, on va dire éventuellement en fin de vie, et si c'est son cadeau de fin de vie, ben
C'est un droit, non? C'est effectivement Un un droit. droit. C'est effectivement un droit et parfois non seulement un droit mais un mal nécessaire quand la relation est toxique. C'est ça. En même temps, c'est quand même une décision qui est à prendre, pour laquelle il faut bien peser le pour et le contre avant de la prendre. Parce que ce qui se passe aussi quand c'est vraiment toxique et problématique, c'est que finalement les enfants qui ont aujourd'hui leur famille, leurs enfants, se retrouvent d'une manière ou d'une autre à gérer les problèmes des parents, les disputes des parents, les coups de gueule des parents, toutes ces choses-là. Ça ne concerne pas finalement que ce couple-là, qui est aujourd'hui grands-parents, avec ce statut très bien sacralisé. Mais les problèmes continuent. Et d'ailleurs, on a des questions de téléspectateurs, je pense, dans ce sens-là. Nous avons Ralia qui dit « J'ai toujours mal vécu avec mon mari et à 65 ans, je me dis, à quoi bon divorcer finalement ?» C'est une question assez particulière. Ça veut dire j'ai toujours mal vécu. C'est ça. À quoi bon divorcer? Ça veut dire que finalement, je suis dans ma zone de confort. Là encore. D'une manière ou d'une autre. Parce que ma zone de confort, je suis dans mes habitudes, je suis dans mes rituels, je suis dans... Ça veut dire que cette femme-là qui décide de ne pas divorcer, finalement, elle ne veut pas changer d'habitude. Ce n'est pas toujours une mauvaise idée. Parfois, on peut essayer quand même qu'il y ait un grand changement de cadre et se retrouver dans des situations beaucoup plus difficiles, pour ne pas dire désastreuses, qu'au départ. Et vous avez Faïd qui vous dit « Mes parents sont constamment en désaccord, mais là qu'ils sont devenus grands-parents, je ne les imagine pas divorcer. » Alors, effectivement, il y a plusieurs jeunes qui vous disent que leurs parents ont divorcé et que la pilule a été très dure à avaler. Ils ne l'acceptent pas, même s'ils sont eux-mêmes avec enfants, ils n'acceptent pas que leurs parents aient divorcé. C'est pas de l'égoïsme en quelque sorte? C'est parfois, vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a aussi le côté culturel de la chose. Ça veut dire vis-à-vis de la belle famille, vis-à-vis de l'entourage. Le côté culturel est assez important. Excusez-moi, vous vouliez dire quelque chose? Non, je ne voulais pas vous couper. Mais c'est ça qui résonne en fait. Ce qui résonne, effectivement, culturel. Le divorce est encore chez nous mal vécu par les enfants. C'est dommage parce que il faut quand même aussi que notre société évolue un peu pour que ce genre de choses ne soient pas vécues comme un traumatisme. Et pour les grands-parents, moi, sincèrement, je trouve ça un peu égoïste, mais bon, oui, je ne vais pas porter de jugement. Par contre, j'ai un point. Est-ce que l'espérance de vie ne joue pas aussi, qui a augmenté? Oui. C'est un facteur on a aussi. dit tout à l'heure, la femme qui se dit, ou l'homme qui se dit aussi, j'ai 60 ans, il me reste quand même 20 ans à vivre. 20-30 ans à vivre, absolument. Ce n'est plus comme auparavant. Avec la retraite, 2-3 ans après, il y avait peut-être... la fin de vie. La fin de vie. C'est ça. Donc maintenant, soulignons qu'il y a en consultation, on retrouve parfois des enfants qui disent qu'ils sont contents que leurs parents aient finalement divorcé parce qu'ils se sont fait souffrir pendant des années. Enfants adultes. Ça veut dire. Et qui sont contents que leurs parents, effectivement, aient finalement divorcé parce qu'enfin, ils ont fini par ne se font plus souffrir. Alors, on dit souvent, j'ai entendu beaucoup de spécialistes le dire, notamment sur ce plateau, par rapport à un couple qui divorce avec des enfants jeunes, en bas âge, qu'il ne faut pas demander l'avis des enfants. Il faut les informer de la situation, de la prise de décision des parents. Quand nos enfants grandissent, et qu'il y a un problème et qu'on décide de divorcer, est-ce qu'il faut les inclure dans la discussion? Ou bien, même si on est grands-parents, eh bien finalement, chacun reste à sa place. Nous restons les parents de nos enfants, qui sont eux-mêmes les parents de d'autres enfants, mais nous restons les parents de ces enfants. Et donc, la décision nous revient à nous, en tant que parents, même si ce sont des adultes en face de nous. C'est une très bonne question. Alors, entre parenthèses, les études concernant divorce et enfants sont extrêmement controversées. Pour ne pas dire non, on doit effectivement demander conseil ou pas, en règle générale. L'impact psychologique sur les enfants, quel que soit leur âge, vraiment les études, on a de grandes divergences. Maintenant, en pratique, la décision du divorce revient au couple. Quel que soit l'âge. C'est extrêmement important de souligner cela. Mais pour cela, on insiste sur le fait que le divorce devrait rester autant que possible la dernière alternative. Absolument. Parce que quelqu'un a dit que le mariage, c'est réglé à deux des problèmes qu'on n'aurait pas si on était resté tout seul. Mais finalement, le divorce, c'est régler tout seul des problèmes qu'on pourrait résoudre à deux. Joliment. Oui. La décision le revient, mais rien n'empêche qu'avant de prendre la décision, d'en discuter. Mais la décision, bien sûr, revient au couple. Exactement. Alors, concerté ou informé? Alors, justement, c'est ça. Est-ce ça. concerté ou informé? Mais la décision revient au couple. Revient au couple, Elle ne c'est revient ça. à personne d'autre.
Mais je pense par la force des choses, souvent, il y a une Concertation. Et les enfants se retrouvent souvent dans ces situations à cimenter, à colmater les brèches pendant de nombreuses années avant que n'arrive parfois l'irrémédiable. Et je voulais un peu me porter au secours de ma collègue qui a très bien répondu à la question, mais au sujet du téléspectateur qui traitait sa femme de folle. N'a pas besoin d'un médecin, d'entendre ça sur Medi 1, quand il va le faire, il le fera. Mais bien sûr, mais pour lui, c'est une confirmation, ça cautionne, ça vient cautionner. Mais ça vient d'un logiciel de raisonnement qui est déjà un petit peu désaxé. Mais justement, on ne maîtrise pas nos téléspectateurs. Oui, je suis d'accord, j'entends bien. Voilà. C'est-à-dire, en tant que média respectueux d'un public large, je me devais de faire cette précision, même si elle peut sembler choquante, même si ce mot de folle ou de fou peut choquer les téléspectateurs ou peut vous choquer. Mais moi, je fais exprès de dire folle. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit, il va la traiter de malade mentale. Mais moi, je dis folle parce que c'est le mot qui sera utilisé. Et je comme on dit, Média TV, si tu réagis comme ça, c'est que tu es hamqa. S'il pouvait dire, ou si elle pouvait dire malade mentale, il n'aurait pas ou elle n'aurait pas ce raisonnement. Voilà. Donc moi, je me permets de revenir à la base du raisonnement humain. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est aussi cruel, peut-être universel, mais aussi cruel soit-il. Voilà, c'est mon métier un peu. Ce qui est intéressant, chacun de nous qui parle a en mémoire des personnes qui sont dans ces... C'est tellement, ça nous touche tous, au plus près de nous-mêmes et donc, c'est vrai, on a des amis qui... Ça vient parfois d'une manière... L'homme perçoit ça de manière brutale. C'est ça. C'est-à-dire parce que la femme a cumulé pendant des années et à un moment, il y a un déclic, elle a explosé. Au moment où l'homme s'y attendait le moins. Exactement. C'est pour ça qu'il a tendance à la traiter de folie. Exact. Parce que pour lui, c'est quelque chose qui était là depuis d'éternel et qui vient de prendre fin de manière un peu brutale, qui pousse à... Il y a une sorte d'irrationalité dans la chose. C'est pour ça qu'en fait, D'autant plus que c'est l'homme qui a pris l'habitude depuis longtemps de divorcer. Ouais. Exact. Ça, c'est un point important à signaler. Ça ne fait pas longtemps que la femme a le droit de... Et donc aujourd'hui, c'est difficile de changer ça. Mais les chiffres risquent vraiment de changer pendant les décennies à venir. Les 20 ans à venir. On doit passer à notre vieillissement cutané. Mais pourquoi j'ai insisté sur ce point? Parce que c'est le rôle aussi des médias, d'être des médias, on va dire, écologiques pour les citoyens, pour les téléspectateurs, pour les auditeurs. Il faut faire attention à tout ce qui sort, à tous les mots, à toutes les phrases qui sortent. Et ça, c'est notre rôle à nous en tant que médias. Merci infiniment, Dr Darwi, d'être là. On continue l'émission ensemble. Messieurs, on s'occupe de votre vieillissement cutané. On vous refait une beauté. Très souvent, on parle de ça pour les femmes, mais là, on s'est dit, tiens, quand même, les hommes aussi vieillissent et les hommes aussi font attention à eux. Et au-delà de ça, comprendre le mécanisme du vieillissement cutané, parce qu'apparemment, vous êtes mieux lotis que nous, docteur Achaf Loudreri. Les hommes vieillissent moins vite que les femmes. Ils ont une peau beaucoup plus épaisse que les femmes. Est-ce que vous confirmez ou pas? Oui, à certains égards, oui. Les hommes ont certains avantages. De par des qualités génétiques qui vont faire que, comme vous l'avez signalé, la peau est plus épaisse, elle est plus riche en collagène, plus riche en fibres élastiques, va donc vieillir d'une manière un peu plus ralentie. Il n'empêche qu'il existe des particularités pour chacun des deux sexes et que certaines zones vont souffrir le plus, certaines manifestations du vieillissement cutané seront plus précoces chez l'un par rapport à l'autre, mais dans une globalité, l'homme est relativement un peu mieux protégé par rapport aux multiples phénomènes de vieillissement cutané. Alors, à partir de quel âge on parle de vieillissement cutané chez l'homme? C'est une question qui revient souvent. Et si vous voulez, d'un point de vue scientifique pur, le vieillissement commence à la naissance. Ok, c'est le compte à rebours. C'est le compte à rebours. Donc ça commence déjà... c'est vrai qu'il y a un phénomène de pic, mais les organes, le compte à rebours commence à la naissance. Maintenant, c'est vrai que la dégradation au niveau cellulaire, moléculaire des différents organes, y compris la peau, elle commence souvent à partir de l'âge de 35 ans. Souvent. Chez la femme, c'est beaucoup plus tôt. C'est une moyenne. Chez la femme, c'est un peu plus tôt. Chez l'homme, ça peut être un peu plus tard, à partir de la quarantaine. Mais il y a toujours des particularités
Au cas par cas, il y a des particularités ethniques, il y a des particularités géographiques, donc on n'est pas égaux devant les différents phénomènes qui vont extrinsèques ou exogènes qui vont accélérer le vieillissement. Cela va dépendre de où l'on vit, notre mode de vie, notre alimentation, tout un certain nombre, notre degré d'exposition solaire, et qui va faire qu'on ne va pas vieillir de la même manière. Exact. Est-ce qu'aujourd'hui les hommes sont, on va dire, préoccupés par ce vieillissement cutané? Oui. Oui. Oui, et je dirais pour faire un petit trait d'union. Est-ce qu'ils ont droit à des injections aussi, comme on montre dans l'image? Oui. Est-ce qu'ils sont demandeurs? Oui, et de plus en plus. Certes, on n'est pas encore arrivé à l'engouement qui existe chez les femmes, mais en termes de progression, la progression chez les hommes, là je reviens à un terme technique, la progression chez les hommes est beaucoup plus importante que chez la femme. En termes de volume, de masse, certes, la femme c'est plus. Mais la demande, en termes de pourcentage d'évolution, est supérieure chez les hommes. Ce qui définit un certain engouement, une demande de plus en plus par les seniors, notamment parler des seniors, à se maintenir. Et là rentre aussi le phénomène d'espérance de vie qui se rallonge. On a envie de rester attractif, séduisant beaucoup plus longtemps. Une femme qui va demander le divorce, c'est qu'elle estime qu'elle a encore une envie, du potentiel, un besoin, même après 60 ans. Et donc, c'est pareil chez l'homme qui va recourir à certaines techniques pour améliorer son physique. Alors, selon les canons de beauté que vous, les spécialistes, vous définissez ou que vous étudiez, ou le consensus à travers les congrès médicaux, etc., est-ce que le vieillissement cutané embellit l'homme et ne rend pas service à la femme? Est-ce que c'est un petit peu dans cet esprit-là que ça va? Non, la question est plutôt... Parce qu'on dit souvent qu'un homme, en prenant de l'âge, il devient plus beau. Alors qu'une femme, en prenant de l'âge, malheureusement, elle se fane. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est toujours d'actualité? Je pense que c'est beaucoup plus une réflexion de l'ordre du populaire. Mais de l'ordre scientifique, les choses sont prises en compte différemment et on s'attache beaucoup plus à définir quelles sont les particularités pour accompagner le vieillissement dans chacun des deux sexes. Et vous avez parlé de congrès et de meetings et de réunions d'experts. On discute souvent et vous avez des sessions qui sont destinées à traiter comment remédier au vieillissement chez l'homme en particularité, parce qu'il faut respecter certaines particularités qui sont différentes que chez la femme. Il faut embellir tout en respectant une physionomie particulière, certaines expressions qui doivent rester. Parce que le vieillissement, il faut toujours garder à l'esprit que le vieillissement égale sadness, c'est-à-dire tristesse, relâchement, tristesse colère. Par rapport à l'expression, pas par rapport de l'intérieur. aux expressions. Je ne parle pas spécialement du par ressenti. rapport. Je parle à ce que reflète un visage vieilli. C'est souvent de la tristesse, de la colère. Parfois, vous allez retrouver une colère avec la ride du lion, avec les sourcils qui vont changer de forme, parce qu'il y a un vieillissement à tous les étages, toutes les structures osseuses, musculaires, le gras, c'est-à-dire les couches graisseuses, et puis la peau. Ce n'est pas uniquement la peau. Et donc, l'ensemble de ces modifications va mener au fait que vous aurez un changement de l'expression. Et souvent, ce changement va motiver la consultation pour voir ce qu'on a. Donc, ce n'est pas de la manière avec laquelle vous l'avez présenté, mais plutôt comment le faire, mais chez l'homme, d'une manière un petit peu différente, pour garder sa masculinité aussi. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas embellir l'homme en lui donnant des caractères féminins. Exact. Parce qu'on a tellement traité et embelli la femme qu'on est parti sur une route qui était tracée pour embellir la femme. Donc il ne faut pas essayer de calquer la même chose. Il y a des différences à respecter pour essayer de garder cette masculinité. Ça vous tente Qu'est-ce qui me... Non, pas du tout. Moi, sincèrement... Je savais que j'allais avoir cette désolé, réponse. Mais, non, mais parce que le problème, c'est qu'il y a des gens avec qui ça va bien. C'est ça. Il y a des gens avec qui c'est terrible. Ou alors c'est mal fait. Donc, moi, personnellement, par nature, ça ne m'intéresse pas. Mais chez certaines femmes, je vois que c'est très, très réussi. Et tant mieux, je veux dire. Bien sûr. Mais des fois, c'est... Mais alors... Avant de parler d'injection, et sans parler d'injection, parce que justement, il y a des hommes qui sont encore
complètement allergique. Old school. Non, mais vous êtes représentatif justement d'une bonne catégorie, absolument, et ça se respecte, et au contraire. Mais au-delà des injections, quel est le processus que peut suivre un homme? Parce qu'en général, les hommes, avant peut-être d'arriver à la crise de la quarantaine, ils se sont peut-être jamais mis une crème sur le visage. Et ce n'est qu'à partir de 40 ans qu'ils se disent, bon ben non, je commence à avoir une petite ride par là, et si je me pique un petit peu la crème de ma femme? Et ensuite, s'il investit dans une crème, elle doit durer 1 an. Mais quel est le protocole? Ça vous fait sourire, docteur? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas totalement faux. C'est pas totalement faux, voilà. Vous avez un exemple à la maison comme ça, justement? Non. Alors justement, crème ou pas crème et comment? Écoutez, la crème est toujours d'actualité et ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne doit pas appliquer la crème, parce que le premier pas de l'anti-âge, il faut commencer. Le mais à partir premier de quel pas âge? de l'anti-âge, c'est l'hydratation. Donc c'est vrai que l'homme ressent cela comme une atteinte à sa masculinité ou à sa virilité, mais à 40 ans, il change d'avis. Souvent par la force des choses, parce qu'il commence à remarquer les signes d'un peu de vieillissement. Et souvent, il y a un certain nombre d'années, il y a un cap qui est franchi où on commence à ressentir de plus en plus. Et c'est un cap à la fois physique et aussi psychologique et mental, où on commence à ressentir qu'on n'est plus les jeunes de la société. On commence à appartenir à... On commence à voir les jeunes venir. Moi, en tant que médecin, je commence à recevoir des adolescents et des plus âgés, mais qui sont beaucoup moins âgés que moi. Et donc, je sens que je suis passé à une autre catégorie. Donc, il y a un cumul d'un certain nombre de choses. Additionner à cela l'apparition de modifications de teint, de rides, d'expressions un peu désagréables. Donc, tout cela va pousser à se poser quelques questions sur quoi faire. Eh bien, messieurs, posez-vous les bonnes questions et investissez dans un bon tube de crème avant de penser à autre chose. Merci infiniment, Dr Achraf Oudreli, d'avoir été là. Merci à vous, Dr Khadija Daroui, d'avoir accepté de répondre à ces questions, et M. Mostafa Srqat d'être venu justement en tant que consultant pour nous parler des entretiens annuels. Donc, on a parlé d'entretiens annuels, on a parlé de divorce des seniors, on a parlé de vieillissement cutané chez les hommes. Merci à tous d'avoir été présents sur le plateau d'Onzito, à l'équipe en régie, et à très vite. Au revoir.